Le mec, il a carrément débarqué chez moi avec la ferme intention de me péter la gueule parce que je ne lui avais pas demandé l'autorisation d'ouvrir une boulangerie. Quand il est entré dans mon magasin, j'étais en train de monter un meuble, j'étais assis par terre avec mon fils, on était en train de monter un meuble. La porte s'ouvre. Donc moi c'est David, j'ai 50 ans et ça fait 16 ans que je suis à Copenhague. Aujourd'hui je suis propriétaire de boulangerie. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants. Alors toute ma vie j'ai travaillé dans l'hospitalité, dans l'hôtellerie. Vraiment depuis que je suis gosse, depuis que j'ai 12 ans et demi et puis j'ai eu une opportunité, c'est de réaliser un rêve. Partir en Russie, donc 2003 jusqu'en 2008 la Thaïlande et puis 2024 j'y suis toujours, donc c'est super cool. J'étais comme une boîte à outils, voilà. Je faisais tout, le bar, le service, la cuisine. Tu veux que je te raconte comment je suis arrivé en Thaïlande? Je reviens de Moscou après 12 ans et demi, donc j'ai du temps devant moi et j'ai la chance de pouvoir apprendre, passer du temps à apprendre. Et qu'est-ce que j'apprends? Les massages. Donc je fais des formations à Aix-en-Provence et c'était génial. Et du coup je rencontre une masseuse qui me dit ouais, tes massages ils sont super, mais il faudrait que tu ailles en Thaïlande pour apprendre un petit peu à masser plus fort parce que tu mets pas assez d'énergie. 2 jours après, j'arrive à Bangkok, je prends le prochain avion pour Samui. Je m'y attendais pas vraiment à venir en Thaïlande, c'était pas trop dans ma culture à ce moment-là. Je m'attendais à rien, donc j'ai tout pris, tout ce qu'il y avait à recevoir là, le soleil, l'aéroport à Samui, là au milieu de la pampa, l'aéroport tout ouvert, aucune barrière de sécurité, c'était génial. Le sourire des gens à Bangkok, tout quoi, c'était, waouh, la Thaïlande c'était magique, ouais, le premier voyage en Thaïlande. C'est-à-dire que je m'attendais à rien. Comme je ne m'étais jamais préparé à venir en Thaïlande, j'avais aucune notion de ce qu'est la Thaïlande, de ce qu'était la Thaïlande à cette époque-là. Donc comme mon voyage s'était fait vraiment, ça a pris 2 jours entre le moment où ma copine me dit il faudrait que tu ailles en Thaïlande pour apprendre. Parce qu'en fait voilà, donc, elle me dit tes massages ils sont bien mais il manque d'énergie. Ça serait bien que tu ailles en Thaïlande pour apprendre à faire des vrais bons massages avec plein d'énergie dedans. Et donc ça prend 48 heures pour que je me retrouve en Thaïlande, mais avant ça je n'avais jamais pensé venir en Thaïlande sérieusement quoi, donc aucune information, c'est la découverte et puis vous voyez, 17 ans plus tard je suis encore là, c'est cool. Après ce premier séjour de 3 semaines au mois de juin 2006, je retourne en France et je retourne à Moscou pour 2 ans, 2 ans et demi. Et un jour, patatrac, et il se passe une chose qui me dit, allez, c'est le moment de partir de Russie, je stoppe tout, je prends mon sac, mon ordinateur et je pars pour Bangkok direct. En me disant, on verra bien ce qui va se passer là-bas. Et puis, j'avais du temps devant moi. J'étais jeune et plein d'énergie et j'ai vu une opportunité. Il manquait sur l'île, il n'y avait pas de dortoir. Donc c'est ce que j'ai créé, c'est ce qui m'a permis de rester et de m'intégrer à la communauté locale. Alors quand je suis venu la première fois en 2006, ça a été flagrant. Dès la montée dans l'appareil, le sourire et la gentillesse des hôtesses, j'avais jamais expérimenté un vol pareil. Et je me suis dit un truc du style, c'est fabuleux quoi, ce pays. Les gens sont souriants, heureux de vivre et puis c'est vrai que la douceur de vivre fait sourire tout le monde. Alors c'est vrai que c'est le chemin du touriste, l'aéroport, le bateau, enfin tous les transports, donc tout le monde s'applique à dire bonjour, à être poli, à être sympa. Mais dans la vie en général, les Thaïlandais sont fantastiques. Et ils nous ont tellement bien accueillis ici à Copenhague depuis 40 ans. Regardez, ça fait 16 ans et je suis pas prêt de partir. Donc en fait, le plus gros défi, un des plus gros défis de ma vie, ça a été le Covid. Alors, comme beaucoup de gens, bien sûr.
Mais dans mon cas, c'était un petit peu particulier, comme tous les expatriés hein, du bout du monde. On est 4 dans la famille, 4 étrangers à vivre en Thaïlande. Alors, quand je suis revenu en 2008, 1er novembre 2008, il n'y avait aucun plan. Et puis très rapidement, la fièvre de l'entrepreneuriat m'a attrapé. Et puis j'ai monté une salle de jeux vidéo, une dizaine de jeux, des accessoires, et c'était parti. Et c'était juste pour la fin de l'année 2008. Et à l'époque, la Full Moon et Adrien étaient déjà très populaires. Les gens venaient par milliers pour faire la fête, mais c'était plus qu'une soirée, c'était une semaine, c'était une quinzaine de jours où le village était actif. Mais la fin de l'année était spectaculaire puisque des voyageurs supplémentaires venaient à Adrien et là, le manque de lits était absolument terrible. Donc les gens demandaient de partout si nous étions prêts à les accueillir, si nous avions des lits disponibles ou connaissions quelque part où dormir. Booking.com et Agoda n'étaient pas encore nés ou étaient juste à leur prémisse, Hostel World également. Et là, moi, j'ai vu tout de suite la possibilité de créer un dortoir. Donc, j'ai créé le premier dortoir du village, une chambre avec 18 couchages. C'était des lits en bambou, le plus grand lit en bambou du monde avec 10 personnes dedans, quoi. Des hamacs attachés entre le lit en bambou et les murs. Enfin, c'était spectaculaire. En fait, la première fois où j'ai accueilli du public, c'était le 28 décembre 2008. Et c'est des jeunes gens qui marchaient dans la rue et qui demandaient de l'aide. Et ils viennent et ils me demandent, vous avez un couchage et tout. Et là, je me dis, bon, je peux pas les laisser comme ça. Ça faisait 4 jours que c'était le défilé en permanence. Et là, du coup, je me suis rappelé que j'avais les matelas pour accueillir les gens devant les télés, quoi. Donc, je me suis dit, allez hop, venez, il y a une chambre à l'étage, on va mettre des matelas, dans 1 heure ça va être prêt, je nettoie la chambre, vous serez bien, il n'y a pas de clé sur la porte, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de casier, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. Mais ça va bien se passer, les toilettes seront nettoyées 1 fois par jour et que vos biens seront en sécurité. Et puis le lendemain, il y a d'autres gens qui sont arrivés, j'ai emprunté les matelas du restaurant voisin, qui sont devenus des matelas de couchage chaque nuit de cette fin d'année et donc c'est 6 ou 7 jeunes que j'ai aidés pendant ces quelques jours. Ils ont simplement changé ma vie, quoi. Merci les gars, parce que donc tout de suite j'ai vu la possibilité de faire un dortoir officiel, de faire un business. Et dès leur départ, le 3 janvier 2009, donc je fais des plans et c'est parti. On va chercher des bambous à Bang Kai avec mon pote Mou dans la ferme de son oncle. Et je reviens à Adrien, le taxi, j'ai tous les bambous devant mon shop là. Et là, il passe, il se marre. Et voyez le farang avec à couper le bambou et tout. Et moi, je suis en train de construire mon lit en bambou là, comme un forcené là, tout seul. J'ai eu un coup de main, je crois, 1 ou 2 fois. Et j'ai tout monté, tac tac tac, tout coupé. Et puis le 3 février 2009, j'étais officiellement prêt à accueillir mes premiers visiteurs, mes premiers clients en tant que dortoir, quoi. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner le 3 février 2009. Et là, je dépense mes 50 derniers bahts dans ma poche en Thaïlande ce jour-là. Et là, je retourne au dortoir après avoir pris mon petit déjeuner. Je m'assois devant, j'attends. Et à 11h20, il y a le bateau qui arrive de Koh Samui. Et là, des dizaines de gamins arrivent. Je les ai embarqués pour une visite. C'était parti. Ah, c'était une aventure humaine fantastique. Est-ce que ça avait déjà l'intitulé Dancing Elephant? Alors, c'est devenu le Dancing Elephant. Le Dancing Elephant, incroyable, ce truc. Le monde entier est venu dormir chez moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a Michael Jackson, Sinéad O'Connor et bien d'autres, je me souviens plus, mais il y a plein de gens qui s'appellent comme, qui sont venus dormir et ça fait bizarre quand tu reçois une réservation avec Michael Jackson. Bien ton style. Mais okay, c'est intéressant. Michael Jackson, il est mort en 2009. Comment c'est possible? C'était avant. C'était en avril ou mars-avril 2009. Un black américain. On parle de Michael Jackson, Bad, Thriller et tout ça. Mike, il s'appelle pareil. Ah oui. Il s'appelle pareil. Non, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, il s'appelle pareil. C'est pas lui qui est venu. Non, puis j'ai rencontré des gens fantastiques. Ça a été une aventure humaine. Ça a été la plus belle aventure humaine de ma vie.
Le cadre, c'est quoi? C'est le village d'Adrien, qui accueille depuis une quarantaine d'années la plus vieille partie au monde. Tout simplement, hein, c'est factuel, la Full Moon Party. J'arrive là en 2008, je me rends compte qu'il n'y a donc pas de dortoir dans les alentours. Je me dis, bon, le marché, là, voilà, il y a un truc à faire, c'est ça. Et je construis ce truc, mais bon, alors vraiment, j'avais jamais dormi dans un dortoir à part à l'armée, quoi. Ma connaissance sur ce type d'hôtellerie, voilà, c'était zéro. Donc j'arrivais de Moscou, j'étais butler, j'étais majordome pour le plus jeune milliardaire de Russie à l'époque. Et j'arrive là avec cette énergie de trentenaire et je me dis, je vais servir les gamins aussi bien qu'un milliardaire dans un dortoir en bambou en Thaïlande, à Copenhague, où on boit dans un bucket. Voilà. Et en gros, voilà, je me mets un truc comme ça dans la tête et on est parti. Et ça se passe du tonnerre dessus. Les gamins sont fantastiques, on fait la fête ensemble. Il y a une énorme confiance. Je suis là pour eux, pour leur sécurité, pour les aider à découvrir leur vie, l'île, enfin pour se faire des potes et on y va à fond gamin. Donc en 2017, j'étais ultra motivé pour déménager. Simplement parce que je rêvais d'avoir un resort sur la plage. C'était la motivation numéro 1. Voilà, c'est la raison numéro 1. Et puis, en raison numéro 2, il y a un truc administratif qui me poussait à me dire, bon, à un moment, ça va peut-être plus marcher. Donc, pour moi, il n'y avait qu'une issue certaine, c'était de déménager. Et je me dis aussi, ça fait quand même un peu bêtio là de venir jusqu'en Thaïlande et d'habiter dans le cœur du village. La plage, c'est quand même mieux. Le jour où la mer montera, on ne la verra plus, j'aimerais y habiter. Et puis que mes enfants puissent y jouer aussi avant que ça arrive. Donc ça a été la grande motivation et on a mis les bouchées doubles. On a eu la chance de trouver cette propriété en septembre 2017. On a y été le 1er octobre 2017. 3 mois de travaux, de rénovation. Et on déplaçait le Dancing Elephant en bord de mer. Enfin, c'était la classe. Pendant tout ce temps-là, on a fait, comme toujours, on a fait de notre mieux. Et puis, on a vraiment fait de notre mieux pour développer le business. Et malheureusement, malgré un magnifique effort en 2019, on a eu un ami, Shane, qui est devenu partenaire du Dancing Elephant. Et là, on a fait une magnifique gym en bois sur la plage extraordinaire. Donc avec tout ce qu'il fallait, les bandes, les presses, les poutres, les barres en métal pour faire les biscottos, les cordes, enfin toute la gym, beautiful. Fin février, donc je prends 2 semaines de vacances parce que je suis vraiment crevé, j'ai bossé 5 mois d'arrache-pied pour préparer ce projet. Et je pars à Koh Tao et je reviens et là, j'avais pas gagné au loto là. Enfin, quelque part si. J'ai accueilli dans le lit numéro 9 pour la première fois de sa vie. Il avait juste une semaine, mais il était bien là. Le 13 mars 2020, le Covid est arrivé au Dancing Elephant, messieurs dames. Non, mais ça a été génial parce qu'on avait 70 clients à l'hôtel et on a failli avoir la quarantaine pour tout le monde. En tous les cas, on a eu les astronautes de l'équipe de l'hôpital de Copenhague qui est venu nous rendre visite pour nous faire des prélèvements dans le nez de chacun. Et donc là, effectivement, quand tu te prends le coton-tige dans le nez là, pour le test Covid, là, il y a une certaine réalité qui se met en place et les choses deviennent réelles. Je réalise très rapidement, en fait, que si c'est bien une pandémie mondiale, en fait, le business va s'arrêter. Donc, il faut subvenir aux besoins du moment, là, mais c'est tellement la panique pour tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est donc après la période de quarantaine, là où on a eu 14 jours, je crois, on avait 9 clients finalement qui sont restés en quarantaine. La vie reprend la normale, c'est-à-dire qu'il se passe rien de plus. Un jour, ils annoncent à la télé, les avions restent au sol et les frontières sont fermées. J'appelle immédiatement mes partenaires, je leur dis les gars, la fête est finie. Le Dancing Elephant est mort. Donc on a fait une vente de garage, on a mis des annonces sur Facebook, venez acheter ce que vous voulez. L'aventure s'est terminée.
Le dernier visiteur est quelqu'un qui est énorme en crypto, qui est devenu mon parrain en crypto par la suite. Mais ouais, il fallait tourner une page et ça m'a pris quand même un certain temps. Le 5 mai, je rencontre Didi. 2 semaines après avoir définitivement fermé mon établissement, je me rends chez Didi, j'achète des bitcoins, mes premiers bitcoins, et là je me lance à faire du trading alors que je n'en avais jamais fait de ma vie. Et là je commence à gagner de l'argent tous les jours facilement, sans rien faire, quoi. J'investis, je vais tous les jours chercher de l'argent à la banque, il n'y a pas de souci, tous les jours, et mon capital qui grossit, personne dans ma famille. Quand je dis bien personne, hein, ne me supporte, personne ne me dit des mots magiques comme vas-y c'est super, mais fais quand même attention. Non, tout le monde me dit oh là là, tu vas tout perdre. Merci pour les encouragements. En fait, ils m'ont plombé là. Mais bon, c'est pas grave. L'aventure se poursuit, j'ai plein de sous jusqu'au jour où, comme on dit dans la magie, patatrac. En moins de 2, je me retrouve à 0. C'est pas grave, un nouveau challenge. Nouvelle épreuve. À ce moment-là, je démarre en fait juste en avril 2021, donc un an après le début du Covid, je démarre un petit stand dans un marché de nuit pour y servir des salades. Plus tard, ça sera de la pizza. Et donc, cette période où ça démarre en avril, là, le marché, c'est la fin pour moi de la crypto. Là, c'est marrant. Ça a été vraiment l'enchaînement. Et donc, on a pu continuer à avoir des gains modestes pendant les mois qui ont suivi, jusqu'à l'attente de décembre 2021 où ça a enfin pris un petit peu, vous reveniez touristes et j'ai tout officiel, les papiers, le travail. Donc en avril 2021, on a une opportunité de prendre un petit stand. Quand je dis petit, c'est 16 mètres carrés, ok. Il y a une dizaine de stands dans le marché. Et on décide d'y faire des salades composées. Donc voilà, tu as une liste d'ingrédients, tu prends ce que tu veux. Bon ça c'est un foiré, mais alors en grand. Alors là, magnifique. Du coup, je reprends les choses en main avec Nanda, et puis là, la lumière revient aussi, parce que vous savez, ça fait quand même un choc quand tu perds tout du jour au lendemain. Bon, tu as l'habitude d'avoir 120 personnes autour de toi avec le Dancing Elephant, et paf, il y a le Covid qui arrive. Vers le 20 juin, je récupère mon four à pizza qui était au magasin seconde main. Je l'avais laissé depuis un an, depuis le Dancing Elephant. Pour espérer le vendre, puis personne n'avait voulu acheter. Donc il était là, il m'attendait sèchement, au sec, au chaud, à l'abri, avec sa bouteille de gaz préférée. Et il a fallu juste un petit coup de pied après pour dire tiens, tu vas en cours, ça va. Et il m'a livré, on a remis tout ça en route, et puis je me suis remis à faire de la pâte à pizza, mais j'en avais pas fait depuis 20 ans. Et là, j'apprends la technologie italienne pour faire la pâte napolitaine. Et là, ma vie est transformée. Je m'accroche au pétrin comme un désespéré à la vie, et je fais 50 recettes en 2 ans pour trouver mon style, ma pâte, celle qui ira bien dans mon four et qu'on rend mes clients pour un coup et un goût qui va bien. Et donc voilà, donc on a pu, pendant les 2 ans qui ont suivi, nourrir la famille et vivre de ce petit commerce. Et puis, l'année dernière, au mois de mars, je téléphone à mon pote Wilfried à Côte-à-Eau pour avoir un petit peu des nouvelles et partager ma folie comme d'habitude. Et il me dit, ah bah, j'ai pas le temps là, mais je viens dans 2 jours. Ok, très bien. Il vient ici, pendant 2 jours, on fait le tour de l'île, et puis avant de partir, il me dit, David, on va ouvrir une boulangerie. Tu vas être mon partenaire. Et ça va être fun. Et nous voilà en 2024, avril 2024, avec 2 boulangeries, une pizzeria, un petit business de B2B pour livrer le pain et les croissants aux hôtels, aux cafés, aux restaurants. Mes relations avec les locaux, je qualifierais tout simplement d'amicales, voilà, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. J'ai pas de grands copains, j'ai pas de grands ennemis, ça se passe bien avec tout le monde, les Thaïs sont super gentils. Quand je suis arrivé il y a 16 ans, imaginez le truc. Un des premiers Français que j'ai rencontré m'a dit « Ouh là là, le Thaï c'est compliqué !» Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça a fermé la boîte langage Thaï à faire. Non, il y a eu un tour de clic qui s'est mis, et ça a été, et c'est toujours pour moi, je ne sais pas pourquoi, impossible, j'arrive pas à apprendre le thaï, je suis désolé, alors que j'adore parler les langues étrangères, je ne sais pas pourquoi le thaï ça ne veut pas rentrer et je m'en désole. Ici,
À Copenhague en particulier, on est sur une île vraiment multiculturelle. On a toutes les nations du monde viennent nous visiter pour les vacances. Et puis il y a les Thaïs, les Birmans, qui sont donc la plus grande minorité, la minorité, le plus grand groupe extérieur à la Thaïlande qui travaille à Copenhague, en raison du climat politique qui règne depuis une centaine d'années dans leur pays. Nombreux sont ceux qui sont venus depuis déjà 20 ans. Et depuis 2021, que la junte, février 2021, au moment où la junte a décidé de revenir au pouvoir à Yangon, depuis lors, les jeunes s'expatrient très fortement et de facto la communauté ici grandit. Donc on est sur une île touristique, donc les gens ont bon espoir de trouver du travail. Alors il y a 15 ans, la main-d'œuvre était moins qualifiée qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile de démarrer un business dans le sens où les gens n'avaient pas d'expérience. Aujourd'hui, 15 ans après, j'ai des employés, ça fait 18 ans qu'ils sont en Thaïlande. Donc voilà, ils ont progressé, ils ont eu leur évolution tout au long de ces années. Alors, il m'est arrivé effectivement une histoire incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, il peut y avoir un certain intérêt à se rapprocher d'un étranger quand on est thaï. Moi, il m'est arrivé un truc incroyable. Donc je viens en 2006 pour mon premier séjour en Thaïlande pour apprendre les secrets du massage thaï pendant 3 semaines. Pardon. Je repars d'ici le cœur plein d'émotions, la tête pleine d'images. Et puis je suis content, j'ai un nouveau pote, mon pote de massage. Donc quand en 2008 je quitte Moscou et je décide de revenir à Copenhague, je reviens ici immédiatement, même endroit, même personne. Et là, malheureusement, mon prof de massage, en qui j'avais totale confiance, il me fait une arnaque. Il me baise, il me vole 247 240 bahts, je crois, comme ça, 250 000 bahts. En fait, le monsieur me propose de m'aider à monter un business. Donc, il a compris que j'étais pas là, entre guillemets, pour les vacances. Il a bien vu que j'étais décidé de faire quelque chose ici. Donc tout de suite il me dit allez viens, je vais t'aider à trouver un local, machin matin. Et puis moi je le suis. Moi je n'ai aucune raison d'avoir peur de Yann, de m'en méfier ou quoi que ce soit. Parce que je pars de la constatation que c'est un homme de bien-être, c'est un prof de massage, c'est quelqu'un qui veut faire du bien aux gens, qui veut partager son savoir, et donc je me doute absolument pas de ce qui va m'arriver. Et là, donc, je trouve un local à Adrien, un petit local, 2 étages, 100 mètres carrés, tout simple. Et le plan, c'est d'y faire un salon de massage, avec, comme partenaire thaï, mon prof de massage, Yann. Et un jour, quelques jours après le démarrage de notre projet, je vois sa femme qui est anglaise et je lui dis alors avec Yann, on démarre, là ça va être super. Elle me regarde et là je me dis il y a un truc qui va pas, elle n'est pas au courant. Mais là je vois très clairement que sur cette tête, elle n'est pas au courant de rien du tout. Son mari ne lui a pas dit qu'on avait un projet de faire quelque chose ensemble alors qu'ils ont eux-mêmes un salon de massage à moins de 200 mètres de mon emplacement. Et le gars, en fait, il fait n'importe quoi, il me vole 250 000 bahts. En fait, il avait une dette à la table de jeu. Heureusement, à cette époque, j'ai pas vraiment besoin de ces 250 000 bahts. Donc, je suis tranquille dans ma tête, je vais pas retourner chez ma mère en pleurant. Mais ça, lui, il croit que David, ça y est, il est plumé, il va se casser. Non. Et en fait, j'ai une idée, je vais voir la propriétaire de mon magasin. Et je lui dis tout simplement, Yann vous a volé de l'argent. Parce qu'effectivement, quand j'ai payé le loyer, j'avais remis 100 000 bahts à Yann, ce qui correspondait à 1 an de loyer. Et quand il est revenu, il me donne le contrat et moi j'ai pas fait gaffe. Mais il avait payé que 50 000 bahts. Et donc je suis allé voir la propriétaire et je lui ai dit, tu vois Yann, il a payé là, mais moi j'avais donné 100 000 pour toi, donc Yann t'a volé. Elle m'a fait, ok, c'est bon. C'est une dame qui est assez pète sec, elle a 82 ans aujourd'hui, donc il y a 15 ans, voilà, elle était plus jeune, elle était vraiment...
Et elle me dit, ok, casse-toi. Et elle prend le téléphone, elle appelle l'autre, monsieur Yann, là, est venu se présenter à elle comme une petite bête docile, parce que c'est quand même c'était la femme du gouverneur de l'île à l'époque. Et je pense qu'il a compris tout de suite que ça allait pas le faire. Et donc en fait, ce que j'ai dit à maman, c'est il va te payer mon argent tous les mois en guise de loyer jusqu'à la fin de la dette. Comme ça, je suis sûr qu'il te paiera. Parce que moi, il va jamais me payer. Donc maintenant, tu es au courant, il t'a volé de l'argent. Voilà, c'est une histoire entre vous. Le montant de la dette, c'est tant. Toi, il t'a volé tant. Voilà, il va nous payer les loyers pendant 25 mois et tout sera parfait. Alors moi, en fait, la communauté des Français, je les connais un petit peu tous, mais je suis pas vraiment communautaire. Moi. Je fais ma vie tel un grand aigle solitaire, là, sous les tropiques. En fait, j'ai toujours beaucoup travaillé sur mon business, donc jamais vraiment pris le temps, le loisir de m'émerveiller de mes contemporains francophones. Moi, j'ai choisi l'expatriation pour vivre quelque chose de différent, pour vivre l'aventure. Moi, je voulais faire de ma vie quelque chose de différent. Je voulais pas me retrouver à 10 000 km avec des Français bouffer du camembert, quoi. Et donc, ça fait un an que ça a démarré, cette magnifique aventure. Et quand ça a démarré, pas la première semaine, le premier mois, on va dire au mois de mai, j'ai été littéralement agressé par quelqu'un qui pense être un boulanger professionnel, peu importe professionnel ou pas, c'est son gagne-pain pour le coup, c'est son occupation. Le mec, il a carrément débarqué chez moi avec la ferme intention de me péter la gueule parce que je ne lui avais pas demandé l'autorisation d'ouvrir une boulangerie. Quand il est entré dans mon magasin, j'étais en train de monter un meuble, j'étais assis par terre avec mon fils, on était en train de monter un meuble. La porte s'ouvre, le gars arrive. Tu es qu'un enfoiré, tu m'as pas demandé pour ouvrir un magasin. Et moi, je suis là, je fous des yeux comme un raton laveur, comme une grenouille, je sais pas là. Et je lui dis, mais il me fait une blague. Jusqu'à temps qu'il me dise, je vais t'enlever toutes les dents. Et donc, je suis à 6-7 mètres de lui. Je lui dis, bah vas-y, approche-toi, je suis là. Tu sais, à un moment, faut pas avoir peur. Parce que le mec, il fait 130 kilos, voilà. Il menace, bah vas-y, on y va, on règle ça tout de suite, là, moi, c'est fait. Et le mec, il me fonce dessus, et là mon gamin hurle. La baffe ne part pas. Moi, je suis déjà debout, prêt à faire je sais pas quoi, mais à pas me laisser faire, ça c'est clair. Parce que je faisais 75 kilos l'année dernière quand c'est arrivé, le gars, il en fait au moins 130. Mais c'est pas grave, il y a un moment, la peur, c'est dans la tête. Et le mec, persuadé que c'est le baron de Copenhague. Ouais, le baron de la drogue, certainement, mais pas le baron de la baguette. Donc ça s'est fini à la police, il a fallu que j'aille Je suis allé à la police parce que je me suis dit, mais le mec, il est taré, quoi. Je me suis dit, mais il me voit au feu rouge, il me tire une tarte, sans aucune raison. Alors que cette même personne était numéro 1 dans ma liste des gens à aimer, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé à un moment dans ma vie, qui m'a vraiment aidé, et pour ça, je lui en suis énormément reconnaissant. Mais son attitude, quand j'ai ouvert ma boulangerie, c'est incompréhensible, quoi. L'île en demi-heure. Regardez la carte, prenez Copenhague, vous en faites un duplicata que vous retournez et ça fait 2 demi-cœurs. Je blague même pas. Copenhague, c'est l'île des amoureux. C'est l'île où tu rencontres l'amour. Tu viens avec ton demi-cœur, tu repars avec le cœur entier. Ce que je suis venu chercher moi en Thaïlande, c'était le climat, le plaisir de me balader à poil toute la journée, la nourriture que j'adore, et puis ouais, le easy life. Voilà, easy. Je suis même pas venu ici pour les filles. Il y a la facilité de vivre, les gens sont cool, c'est vrai qu'on n'est pas dans une grande ville, c'est pas le même stress, c'est beaucoup plus simple, moins de chichi. Et puis Copenhague, enfin Adeline, là où j'étais moi, on avait même un style de vie très particulier puisque notre activité touristique est essentiellement autour de la pleine lune. Donc tu te prends un pic là, le reste du temps c'est tranquille. Et ça c'était aussi quand même malgré tout un petit avantage, pas qu'un petit,
qu'il faut que tu travailles une semaine, que tu fais ton chiffre d'affaires pendant la semaine, et puis après, ben, toi et toute ton équipe, vous êtes en repos, c'est la belle vie. En fait, on avait un super concept, on travaillait 2 semaines, on avait 2 jours de 2 semaines de repos. Voilà, aussi simple que ça. Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit comme ça de... Les écoles ça va, mes gosses savent lire, compter, écrire en 5 langues. La route, ben, j'arrive à aller du point A au point B sur une autre route bétonnée. L'électricité est stable. On a de l'eau. La police sont de plus en plus gentils entre guillemets, même s'ils sont de plus en plus professionnels. Mais bon, il y a de moins en moins d'arnaques avec la police aussi, j'ai l'impression. Non, d'un point de vue, voilà, si on me pose la question, ben, moi, il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien. C'est les montagnes des Hautes-Alpes. C'est le seul truc qui me manque. J'adore Chiang Mai, en particulier Doi-Suthep, le temple de la montagne. C'est un endroit où j'ai eu une émotion particulière quand je vais. Je suis allé que 2 fois, mais la 2e fois, ça a été un truc incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui m'ont fait ça. Et Inle, en Birmanie. Le lac Inle, l'émotion, il y a des endroits, quand on arrive, il se passe un truc, on ne sait pas pourquoi, c'est juste beau, c'est juste agréable, et c'est cette émotion qui reste. J'ai été cambriolé une seule fois, en 15 ans, par quelqu'un que je connais. Moi, la sécurité en Thaïlande, je me sens bien, quoi. Je suis pas mal à l'aise, je peux aller n'importe où, n'importe quelle heure, même quand, bon, il y a quelques années, mais quand j'allais à Bangkok ou prendre le train, enfin, je ne me suis jamais senti en insécurité, jamais absolument nulle part. Voilà. Pendant les 12 années de la vie du Dancing Elephant, mon souci principal, c'était bien sûr la sécurité. Et lorsque je faisais le check-in avec tous mes clients, je leur balançais et je les bombardais de 25 minutes de briefing. Donc ça couvrait tout, où aller pour aller manger un bon pad thaï, où aller pour aller louer une motobike, pour un tatou, mais aussi pour la sécurité, voilà. Donc quand on va sur la plage, on fait attention à son argent, on prend pas ses cartes bleues, blablabla. Il y en avait pour vraiment 25 minutes de trucs sécuritaires. Certaines personnes sont là pour faire des arnaques, hein, pour être des pickpockets, pour vendre de la drogue ou pour tout un tas d'autres raisons. Et effectivement, pendant ces 12 années, on a eu jamais eu de mort, heureusement, mais on a eu pas mal de choses. On a eu 2 viols, je crois, il y a 2 nanas qui ont expérimenté ça. Je me souviens, alors, comme c'était hier, la nana, elle arrive à 9h30 du soir, je lui fais son briefing. Elle part dans sa chambre, elle se prend une douche, elle repart directement sur la plage sans même s'arrêter à notre fête. En fait, on avait une pré-partie et c'est là où tout le monde se chauffer, mais ce qui était génial, c'est que les jeunes qui étaient dans mon hostel démarraient la fête ensemble, donc à froid, ça montait, et après ils partaient tous sur la plage ensemble, donc comme une grande colo, comme un grand groupe, quoi, comme une grande famille, et pour moi c'était super important, personne ne partait tout seul, il n'y avait personne tout seul, justement pour avoir du fun, voilà, pour avoir de la vie sociale, mais pour ne pas tomber dans les arnaques quand on est tout seul. Donc j'ai eu Nathalie qui s'est fait violer, il y a eu un 2e cas quand on était à Ban Thai, en 2018 je crois. Et puis malheureusement les motobike accidents, alors ça, waouh, des dizaines. Des bagarres, alors ça a toujours été ma grande trouille. Après j'ai eu un client, Robert, en juillet 2016. Robert lui, il a traversé la porte avec une porte vitrée. Et malheureusement Robert... il avait vu qu'il y avait une porte pendant la journée, mais il n'avait pas vu qu'il y a une porte, un battant, quoi, attaché à ce cadre de porte. Et un soir, il a traversé la rue du logement qu'il occupait pour venir dans le local en question, où se trouvaient les casiers. Donc on avait localisé, en fait, tous nos casiers étaient sous surveillance dans une pièce, et Robert vient dans le casier. Et malheureusement, il a oublié qu'il y a la baie vitrée. Le mec qui rentre à fond dans la baie vitrée. Résultat, il s'est coupé, il traverse la vitre et il s'assoit sur un bout de verre triangulaire comme ça. Ouais. Et donc, toute là. Donc, imaginons que ça, c'est sa cuisse.
La cuisse, elle était coupée sur 40 quelques centimètres jusqu'à l'os. Enfin, c'était waouh, chaud patate là. Ça a été. Il a eu une chance terrible. Nous avons une chance terrible aussi parce que rien de grave à la fin. Ouais, ça a été juste une grosse coupure, très profonde, mais il n'y a pas eu d'artère de coupée, il n'y a pas eu de nerf de coupé. Enfin, il a eu une chance incroyable. Et puis les pickpockets, alors là, les pickpockets, clairement, ouais, ça a été... Je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, ça doit toujours exister, mais à une époque, c'est clair que les pickpockets, c'était... Mais tous les mois, j'avais des clients, 2-3 clients à qui manquait le téléphone, la carte bleue, le porte-monnaie, malgré le fait, pareil, encore une fois, on revient au briefing d'information à l'arrivée. Ne prenez pas vos téléphones, ok, on peut comprendre, tout le monde veut faire des photos. Mais voilà, je leur disais, mettez une banane dans votre short, prenez pas tous vos sous, prenez pas vos cartes bleues, parce qu'une fois qu'elle a perdu ta carte bleue, c'est foutu, quoi. Il y a 200 mètres à marcher depuis la plage, donc c'était facile, c'était confortable. Mais bon, il faut bien que jeunesse se passe. Alors une journée type à Moscou, c'était lever 7h du matin, remise en place rapide de la maison avant que le patron se réveille, réveil du patron entre 8h30 et 9h, service du petit déjeuner, 10h le patron partait lui pour sa journée professionnelle et moi la mienne pouvait enfin commencer à la propriété avec les jardiniers, les techniciens, la sécurité, tout ça, et puis après je partais faire mes courses, manager aussi les autres propriétés dont j'avais la charge. Et puis ma journée se terminait quand le patron revenait le soir après son dîner. Donc des fois ça pouvait être 1h, 2h, 3h du matin. Bon, j'étais pas là à travailler clairement, hein, mais quand tu es on duty, t'es là, t'attends que le patron revienne. Hein, donc en fait ce travail c'était génial hein, d'être un butler, manager, majordome, un domestique, hein, ça s'appelait comme ça quand mes parents l'étaient, mes grands-parents l'étaient, ils étaient des domestiques, aujourd'hui les termes ont évolué, mais le travail reste le même, on est à disposition totale, presque 24 heures sur 24, c'est un choix de vie très satisfaisant. Mais en fait en Thaïlande c'est pas tellement différent. Je me lève, je set up le petit déjeuner, et je travaille toute la journée. Non, c'est vrai que je suis un workaholic. Ma vie, malheureusement, est énormément basée sur le travail. C'est quelque chose que j'essaie de changer. Et j'espère que cette année, ça va être l'année clé pour le changement. Parce que ça sert à rien de travailler 18 heures par jour. En fait, je suis dans cette logique depuis des années. Mais il y a un moment, il va falloir arrêter de travailler là-haut. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vis et je travaille au paradis. Donc en fait... voilà, l'important pour moi, le travail, ça fait partie de tout ça. Et l'important, c'est que je sois là où j'ai envie d'être et de suivre mon rêve. Alors la première année, en fait, j'ai eu plein de copines. Ça tombait de partout. Je sais pas ce qu'il y avait, j'avais dû mettre un magnète, la fille, quelque part, je sais pas. Jusqu'au jour où je suis tombé amoureux de Nanda. Nanda qui n'est pas thaï, Nanda est birmane. Et donc en fait ça a simplifié ma vie du jour au lendemain, d'avoir une seule amoureuse. Et on a eu 2 enfants depuis, bon ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, ça se passe bien, ça va. C'est juste différent en fait, c'est juste que quand on est là, quand on a tout lâché pour vivre autre chose, je pense que ça fait partie du package. La relation, on n'est pas venu chercher le même type de nana qu'en Europe. Bon, malheureusement, ça arrive là, hein, ça y est, hein, avec toute l'évolution que la Thaïlande s'est prise depuis 15 ans, ici, elles deviennent un petit peu... elles évoluent aussi, voilà. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que c'était des filles naturelles, simples. Je pense que c'est ça qui m'a le plus attiré, le côté naturel. Des filles naturelles. Bon, moi, j'aurais un budget, c'est que des maths, hein. Je pense que c'est relativement simple par rapport à la France. Voilà, d'avoir une entreprise, de monter un projet, les choses se font relativement simplement. Alors, faut pas se méprendre. C'est peut-être pas aussi simple qu'on peut imaginer. C'est peut-être juste aussi parce que des fois, on gratte pas assez. Par exemple, on lance un projet et on ne pense pas à certains aspects administratifs. Donc, clairement, on se lance dans le projet avec une certaine forme de facilité. Ce qui ne veut pas dire
que la façon dont on le fait soit correcte. Et on pourrait avoir des surprises derrière. C'est un système plus simple, à mon avis. Peut-être que j'ai pas assez d'expérience en France, mais c'est possible. Voilà, tout le monde peut le faire. Un petit peu d'anglais suffit pour être guidé par un avocat. Oui, effectivement, le mythe de la vie pas chère. Ça, c'était encore bon il y a 15 ans, je pense. Il y a 15 ans, on pouvait encore vivre assez bien avec un petit millier d'euros par mois, sans forcer. Voilà, on était bien. Aujourd'hui, 1000 euros, je ne pense pas que ça suffit. Je n'ai aucune idée du budget que je dépense pour ma famille par mois, mais on a de la chance. Notre loyer n'est que de 10 000 bahts. On paye environ 2000 bahts d'électricité par mois. Pour la nourriture, on a des restaurants, donc on ne dépense pas grand-chose en fait. Mais clairement, le coût de la vie a augmenté. L'essence à 20 bahts, c'est fini. On est à 50 bahts là aujourd'hui à litre d'essence pour le 95, 40 pour le 91, je crois. Les clopes, ça a augmenté. Le poulet, il a pris 30%, 40% en 2 ans. Le mythe de la vie pas chère en Thaïlande, je pense que surtout dans les zones touristiques, voilà, surtout dans les zones touristiques, très clairement, c'est lié à notre statut. C'est un petit peu sur le déclin. Une soirée par soir. Aujourd'hui, peut-être moins, mais à une certaine époque, c'était 30 jours à 60 parties. Je ne sais pas, mais c'est vrai que Copenhague est extrêmement bien connu pour sa soirée de la pleine lune, la Full Moon Party, qui est, pour votre information, la plus vieille partie du monde, tenue régulièrement, avec régularité depuis 40 ans. La Full Moon Party n'a connu de stop que au mois d'octobre 2016, lors de la mort du roi, en un autre. On a eu un mois de deuil, donc pas de full moon, pas d'alcool, pas de party. Et la seconde coupure dans le planning de la full moon party a été le 8 mars 2020. Donc le Covid est arrivé à Copenhague. C'est la date où la full moon s'est arrêtée jusqu'en début 2022 peut-être. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais ouais, début 2022. Moi en fait, le Dancing Elephant, mon business, c'était une expérience de fête essentiellement. Ouais, certainement. Pour ceux qui viennent pour ça, pas pour moi. Je vais pas dire que j'ai jamais mis les pieds dans un lady bar, mais bon, voilà, c'était. Je savais même pas que ça existait quand je suis en Thaïlande. Je savais même pas que ça existait les lady boys, moi. Pas de bol, hein. Premier soir, je me retrouve avec un lady boy dans mon lit. Et je crois que ma mère, en fait, elle croyait que j'habitais sur une île déserte, où il y avait rien, et que quand je l'appelais avec Internet, c'est parce que je mettais le générateur en route, et que j'avais un câble qui allait directement de chez moi chez Elon Musk. Parce que le jour où elle est arrivée, ma mère, elle a pleuré pendant 1 heure. Elle était tellement contente de voir qu'il y avait tout le confort. Non, c'était assez hallucinant, quoi. Bon, elle était contente de voir. Je pense que tous, se faisaient une idée que j'habitais au trou du cul de la planète, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Il y avait déjà tout, le confort moderne, l'électricité, Internet, bon, c'était les prémices, puis c'est pas encore fini ici, ici c'est un grand pays et les îles n'ont pas encore tout le confort entre guillemets des grandes villes. Mais non, rien ne manquait, c'est juste que dans la tête de ma maman et de certaines autres personnes, bon ben ça peut être comme ça par manque de connaissances. Je suis pas un spécialiste des lady bars. Très clairement, il y a une part entre guillemets forcée, il y a toujours trafic humain, mais il y a un film qui s'appelle Lady Bar justement. Il y a deux parties de ce film qui a une quinzaine d'années. Et à un moment, dans le film, la dame Thaï, la fille Thaï dit nous on est juste à la recherche d'un changement dans notre vie, on rêve au prince charmant, c'est juste un possible échappatoire, une voie sortie pour des gens qui n'ont pas la possibilité de faire autre chose, qui se retrouvent là, voilà, c'est dans le parcours. Mais moi je souhaite que toutes ces femmes soient heureuses de faire ce qu'elles font. Il n'y a plus de place ici. Messieurs, dames, tenez-vous-le pour dit, la place était bonne, mais la place est pleine. Plaisanterie mise à part. Et, il y a 15 ans, c'est vrai que c'était super facile d'arriver n'importe où en Thaïlande et de faire, entre guillemets, n'importe quoi. Depuis, les choses ont vraiment évolué. Les budgets d'investissement, les possibilités, je veux dire, la variété de secteurs où
il y avait de la place, ça s'est réduit vraiment comme peau de chagrin. Parce que il y a 15 ans, j'ai monté le premier dortoir. Imaginez le premier dortoir dans un endroit où tous les mois il y a 20 000 personnes. C'était quand même assez fou de me dire waouh, il n'y a pas. Allez, on y va parce que là il y a un business plan possible et pérenne. Aucun compétiteur. L'île s'est développée très clairement. Donc, si vous voulez vous expatrier, faites bien vos recherches. C'est super important. Depuis quelques années, j'ai l'habitude de dire c'est peut-être mieux d'investir dans un business qui marche déjà, de racheter un business ou de rentrer partenaire dans un business qui marche déjà, plutôt que de se lancer à l'aventure tout seul. Ça fait juste 1 an qu'on a démarré ce projet de boulangerie. Donc, ça y est, c'est établi, ça marche là. Je peux me projeter un petit peu dans l'avenir en Thaïlande. Parce que normalement, ça devrait rouler, c'est un commerce de bouche, donc les gens mangent. Notre commerce devrait fonctionner correctement, donc je peux me dire que d'ici 10 ans, 15 ans, maintenant, j'espère que je serai toujours là. De toute façon, pour moi, il est hors de question d'envisager, ne serait-ce que d'y penser, d'aller en France. Le fait d'en parler, là, rien que ça me... C'est pas à l'ordre du jour, puis ni demain, ni après-demain, Effectivement, régler ses problèmes quand on en a. Moi, je ne pense pas avoir quitté la France pour quelques problèmes sérieux que ce soit. Le fait juste d'être là, ici et maintenant, de vivre mon rêve éveillé, tout de suite mon sourire revient, quoi. Parce que je vis mon rêve, quoi. Voilà, c'est tout con à expliquer, il n'y a pas à expliquer, c'est ma perception, c'est mon bonheur, c'est à moi, j'ai besoin de rien pour être plus heureux que ce que j'ai aujourd'hui. Pour vivre heureux, vivre caché. Je me suis toujours dit qu'il y a un talent dans chacun d'entre nous et que c'était peut-être ici que ça allait se révéler. Alors on en parlait juste avant, le pays du sourire. C'est une vraie façade. Il sourit tout le temps. Donc même quand ils ne sont pas contents, entre guillemets, il sourit. C'est un petit peu, c'est très déstabilisant pour quelqu'un comme moi qui n'est pas de filtre. Je suis content, ça se voit, je suis pas content, ça se voit direct, quoi. Message final, de suivre vos rêves et de les réaliser. Thaïlande, Birmanie, Amérique, Australie, même combat. À la base, il faut se donner un coup de pied dans le cul pour partir de là où on est. Et c'est ça le plus difficile. Okay, la plus grosse partie, c'est de quitter tout ce qu'on a, ses amis, sa famille, son petit confort. Mais une fois qu'on est parti, vous allez voir, ça va bien se passer. Il y a juste un truc à croire, à faire confiance, et faites-vous confiance à vous. N'écoutez pas les autres. Protégez-vous, même de votre famille, de vos amis. J'en ai énormément souffert. Mais c'est pas grave, c'est mon expérience à moi. Moi, je vous souhaite du fond du cœur de réaliser et de suivre tous vos rêves. Hasta la vista, à bientôt sur la plage. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaille, tout comme un pad thai parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de nous rejoindre avec le lien dans la description. Ce sera l'occasion idéale de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak. Alors attention, car les interviews sont réservées uniquement aux passionnés avec un projet de vie personnel ou professionnel à partager et non à ceux qui comptabilisent leurs aventures nocturnes comme on compte les grains de riz. Donc si vos conquêtes sont plus nombreuses que les touristes sur Khao San Road, eh bien passez votre chemin comme un tuk-tuk dans la nuit de Bangkok.